Bonjour, bonjour, bienvenue pour le premier live au Paris Audio Vidéo Show 2024. Alors ça se passe au Palais des Congrès, c'est en ce moment jusqu'à 19 h aujourd'hui et demain. Il y a plein de choses, les stands sont gigantesques, il y a toutes les marques que vous aimez qui sont ici, et en plus un étage supplémentaire. Cette année on a eu la thune, on s'est dit tiens on va faire un étage supplémentaire. Et l'étage supplémentaire c'est un truc génial, c'est en dessous, juste en dessous ici, on a toute la partie sonorisation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont ici pionniers, on a des concours de DJ, des éclairages dans la sonorisation, éclairage, machine à fumer carrément. Donc là, ici, c'est le côté, vous allez voir, on va parler de haute fidélité, donc de hi-fi, de high-end, avec des invités incroyables. Là, on va parler des trucs comme ça. Et si vous le souhaitez, en même temps, pendant que vous baladez, vous dites, tiens, j'ai envie de voir un petit peu des gens mixer en bas et tout, faire du DJing. Oh, vous prenez l'escalator et vous y allez. C'est la première fois depuis que j'ai la chance d'animer ce type de salon qu'on se retrouve ainsi avec deux niveaux. Donc un niveau dont on va parler maintenant avec des trucs qui me passionnent et un niveau dont on va parler tout à l'heure et des trucs qui me passionnent aussi. Donc le premier débat de la journée, c'est un truc génial parce que ça va rappeler les débuts de ce salon. Vous allez voir pourquoi j'en parle, parce que quelqu'un qui est ici est vraiment très investi là-dedans. Hein. Vous allez rencontrer le monsieur dans quelques instants. Les débuts, moi quand j'étais tout jeune et que j'avais encore peut-être des cheveux et tout, je suis arrivé ici. Oh, c'était un salon de la haute fidélité. Enfin, il nous dira comment ça s'appelait. Moi j'étais à l'époque avec Patrick Verchères, quelqu'un d'exceptionnel que j'embrasse s'il regarde. Et moi je découvrais un monde. Et ce monde, on va en parler maintenant, parce que ce monde, c'est entre guillemets, parce que j'ai pas 12 ans, c'est 15-20 ans après, et ça va être un monde passionnant, puisque le débat, il est indiqué partout sur les panneaux et partout dans le salon, c'est pourquoi investir dans un système high-end. Alors d'abord, on va décrypter les mots, hein. L'investissement, high-end. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Ça va Jean-Marie? Ça va très bien, puisque je suis là. Ben, oui, tu es là. Oui, je me retrouve au Palais des Congrès avec des larmes aux yeux, parce que c'est ici qu'est né le festival Images et Son. C'est le fondement ici, c'est les fonds baptismaux de la hi-fi depuis de très très nombreuses années. Et donc, je veux juste préciser que, en dehors d'organiser des salons, j'étais avant tout un musicien, un mélomane, ingénieur du son quand j'étais tout jeune. Et par la suite, ma foi, le reste de la carrière, j'ai été importateur, distributeur, revendeur aussi, et aujourd'hui journaliste et chroniqueur. Voilà. Et je suis venu avec mon camarade Fabrice. Fabrice, qui est un audiophile convaincu, qui me suit depuis un très grand nombre d'années. Donc, je vous présente Fabrice. Bonjour à tous. Merci d'être venu. Je m'appelle Fabrice Plaquevent. Je suis en effet, en principe, un audiophile et je crois également un mélomane. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours essayé de retrouver l'émotion de l'interprétation et des enregistrements dans du matériel. Et c'est comme ça que je me suis petit à petit passionné pour la haute fidélité. Et je suis là ce matin pour participer à cette conférence et surtout pour partager mon expérience et ce que j'ai pu apprendre au cours des années. Alors, si vous me permettez, parce que là c'est merveilleux de vous avoir, pour moi, c'est cadeau, hein, c'est royal. Je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que peut-être, je vais me remettre devant cette caméra, merci en régie, parce que chaque fois que je bouge, le truc, il y a peut-être des gens qui sont ici ou qui nous regardent, parce que nous sommes en live, et il y aura des replays derrière, ou dans l'intitulé même de ce qu'on va faire avec Jean-Marie et Fabrice, il y a peut-être des mots qui peuvent donner l'impression de dire, mais c'est quoi et tout, parce que il y a peut-être les gens connaissent le mot, enfin l'acronyme hi-fi, pour High Fidelity, mais peut-être que le high-end, quelle est ta vision? C'est quoi le high-end pour toi, Jean-Marie? C'est très simple. Pour partir d'une notion de haut de gamme, qui est une notion extrêmement relative, parce que toutes les marques, les meilleures et les moins bonnes, ont dans leur gamme un haut de gamme. Nous, en parlant de high-end, on parle de la limite supérieure de ce qu'on peut obtenir en réalisme sonore compte tenu de son budget et de son oreille, parce que les deux limites sont là. Donc le high-end, c'est des produits, d'abord, c'est produit pour composer un système, et ce système cohérent doit nous amener à notre Graal personnel sur le plan musical. Donc ça, c'est la définition du high-end. Et qu'est-ce que tu entends par système? Parce que moi, je me mets à la place des gens qui me regardent.
Le système, ça serait quoi pour toi? On commence avec une platine vinyle. Moi, je pose des questions de béotien. Hein. Une platine vinyle, est-ce que le streaming est inclus dans ta vision du high-end? Parce qu'il y a des gens qui sont encore un petit peu allergiques au streaming, parce qu'il y a des préjugés, il y a des choses, bah, c'est du streaming, donc c'est pas le son du vinyle et autres. Qu'est-ce que tu entends par le mot système? Alors un système, effectivement, d'abord le système, on doit tout de suite penser à cohérence. C'est-à-dire qu'un système ne peut bien marcher que s'il est totalement cohérent. Il est composé effectivement d'une source. C'était le sujet de notre conférence de l'année dernière. La bonne source en haute fidélité. Et là, effectivement, non, on n'a pas de barrière. Effectivement, moi personnellement, j'utilise essentiellement, et Fabrice également, du vinyle, du SACD, qui sont de supports physiques. Tu peux réexpliquer pour les gens qui nous regardent ce qu'est le SACD? Parce que le CD, les gens savent ce que c'est. Le Super Audio CD de Sony, tu leur expliques c'est quoi? Oui, alors, le SACD, ça veut dire Super Audio CD. Pourquoi Super Audio? Tout simplement parce que ce nouveau support laisse beaucoup plus de place sur la galette. J'entends bien quand on est en stéréo. Donc, une gamme de fréquences beaucoup plus large, plus de dynamique, enfin un certain nombre de qualités supplémentaires. Mais surtout, il comporte également d'autres couches sur lesquelles on peut lire avec un lecteur de SACD, pas avec un lecteur de CD ordinaire. Et ces autres couches permettent d'écouter, par exemple, en 5.1. Voilà, c'est un vrai support hybride qui a été lancé donc par Sony maintenant une vingtaine d'années. Et le truc, c'est que techniquement, il ne fonctionne pas comme le CD audio du tout. C'est-à-dire que l'échantillonnage n'est pas le même. On part sur le principe que c'est un bit qui est suréchantillonné 2,5 millions de fois. Donc on a quelque chose d'extrêmement gigantesque. Il faut de la place. Et c'est, je pense, pour les audiophiles, pour les gens qui se considèrent audiophiles, le Graal suprême pour un support qui est donc physique, qui dépasse les caractéristiques du CD audio. Voilà, c'est pour ça qu'on le met en hybride pour avoir à la fois le mix en stéréo, parce que ce qui est important, c'est qu'on travaille dans les studios d'enregistrement en multicanal, puisqu'on travaille avec plusieurs pistes, on les rassemble en stéréo, mais on peut en faire un mix 5.1 ou 7.1, et le SACD étant hybride, peut être lu sur des platines et qui sont également des lecteurs de Blu-ray disques, peuvent lire les SACD. Par contre, il faut tout le matos derrière, et c'est là qu'on rentre dans le débat, parce que c'est pas facile. Voilà, alors justement, alors pour rentrer d'abord, pour terminer sur les sources, bien évidemment, on est, et Fabrice et moi, parfaitement d'accord sur le fait que les nouvelles sources et les sources digitales, le streaming et le téléchargement font partie aujourd'hui de notre environnement. Et il suffit, alors ça c'est comme dans toute la chaîne qu'on va décrire tout à l'heure, il suffit d'être au niveau de qualité qui nous convient. C'est-à-dire, par exemple, en termes de plateforme, une plateforme comme Qobuz. Et les Français de Qobuz. Les Français de Qobuz qui sont quand même précurseurs. Complètement. Je veux dire, bon, moi j'ai vu arriver Yves Rizel à l'époque, que tu connais. J'ai bossé 2 ans chez Qobuz, moi. Oui, je sais. 2 ans. Et donc, dès lors que le support numérique est à la hauteur, bien entendu, bienvenue au club. Je continue sur le système. Ouais. Bon, alors, je te passe un peu la parole. Yes. Un système est composé de... Alors, le système, surtout, il faut qu'il soit équilibré. En fait, il y a un certain nombre de fondamentaux à partir desquels on peut construire une chaîne haute fidélité. Alors, haute fidélité, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est fidèle à l'enregistrement, à l'interprétation. Donc, ce qui compte, c'est votre oreille, beaucoup plus que ce qu'on peut vous raconter sur tel ou tel support, que ce soit une platine vinyle ou que ce soit un lecteur CD ou un SACD ou un streamer. Ce qui compte, c'est votre perception. Et la perception dépend de l'oreille de chacun. Et puis alors, il y a une question qui est souvent posée qui concerne la limite au-delà de laquelle ça n'est plus raisonnable. Alors, moi, j'ai depuis des décennies démarré tous mes projets de hi-fi avec un budget à l'intérieur duquel j'ai essayé d'équilibrer les maillons en partant d'un principe très simple que tout le monde connaît, qui est que dans une chaîne, qu'elle soit haute fidélité ou qu'elle soit de n'importe quelle nature, c'est le maillon le plus faible qui malheureusement donne la qualité finale. Donc il faut équilibrer entre la platine pour ceux qui aiment le son du vinyle, qui en effet permet une qualité de reproduction que le numérique ne permet pas pour des raisons purement physiques,
technique. Donc, si vous équilibrez votre chaîne, vous avez quelque chose qui, à la fin, vous permet de retrouver l'émotion de l'interprétation, puisque c'est exactement ce que l'on cherche quand on achète une chaîne de haute fidélité. Alors moi, j'ai une question, parce que c'est important ce que tu viens de dire, puisque quand on fait ce genre de débat, on ne peut pas éviter de parler du vinyle ainsi versus le numérique. Tu viens de dire on ne peut pas parvenir à la qualité du vinyle avec un système numérique. La qualité d'écoute. Pour moi, pour les gens qui vont nous regarder, ça sera à peu près le même niveau, la qualité d'écoute. Alors, tu m'expliques pourquoi est-ce qu'on ne peut pas obtenir la même qualité d'écoute, mon cher Fabrice, avec du vinyle, et le CD audio serait donc inférieur, ou le SACD, ou le streaming en 24 bits? Alors moi qui ai commencé avec le vinyle, quand le CD est sorti, je me suis précipité sur cette petite galette magnifique que les ingénieurs nous avaient concoctée. Et subitement, j'ai trouvé que ce son compressé faisait perdre toute l'humanité, toute l'émotion qui est dans la musique. Ce qui est très très important, comme le disait un grand chef d'orchestre, c'est ce qu'il y a entre les notes. C'est-à-dire l'émotion qui est... Les harmoniques surtout. Harmonique supérieure, etc. Alors, quoi qu'il arrive, je ne vais pas faire un débat technique, parce qu'on n'est pas là pour ça, et je ne suis pas un technicien. C'est le salon, on peut le faire, Jean-Marie. Mais c'est simple. L'analogique, qu'est-ce que c'est? L'analogique, c'est quelque part de la mécanique depuis le micro, celui-là, qui est une membrane qui vibre, jusqu'à l'enregistrement, jusqu'à la gravure du master du vinyle, jusqu'à votre platine vinyle. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a zéro compression. C'est analogique, c'est un signal pur de A jusqu'à Z. En revanche, quelle que soit la source numérique, la meilleure qui soit, je vais essayer de ne pas être trop excessif. Tu peux. Je dirais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. J'ai fait le test moi-même dans ma famille. Moi, ma famille, ils me prennent pour un illuminé. Ou pour un spécialiste, s'ils sont gentils avec moi. Mais en fait, j'entends la différence. Et puis finalement, je me suis dit, dans mon sein, c'est-à-dire dans ma famille, avec mes meilleurs amis, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, voilà, on va écouter tel morceau de jazz ou de musique symphonique. On fait le CD, on fait le vinyle. Vous entendez la différence? Alors, certains disent, non, moi, j'entends rien. Mais en fait, je me suis rendu compte avec mes amis que plus on écoute, plus on se rend compte de la différence. Et nous, avant tout, on a une référence, c'est que ce soit Fabrice ou moi, on est abonné à la Philharmonie de Paris, au club de jazz, moi je suis au Bal Blomet régulièrement toute l'année, ou au Théâtre des Champs-Élysées, lundi en 8 pour La Passion selon Saint Jean. Et après, j'ai une petite référence quand même qui reste ici. Et cette petite référence, cette émotion, ce qui se passe. Alors voilà, là je ne peux pas faire de la technique. Je dis ce qui se passe à l'écoute d'un vinyle, c'est-à-dire la chair de poule, comme au concert, je la retrouve beaucoup plus souvent dans le vinyle que dans le numérique. Mais voilà, je voudrais revenir quand même sur le système. Tu m'as posé la question. Oui. Composition du système. Ouais. Alors c'est clair, une source, donc ça peut être une platine vinyle, un lecteur de SACD, un CD, des sources numériques. Maintenant même dans l'analogique, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin, parce qu'on revient à ce qu'on appelle le reel-to-reel, c'est-à-dire les bobines de magnétophone, et il se vend... D'ailleurs, sur ce même salon, sur le stand de Phoné, notre cher à Anna, Berlin, au High-End de Munich, il y avait beaucoup de stands qui étaient comme ça. Voilà, avec des bandes magnétiques, parce que là, on est encore plus près de l'original. Donc, il y a cette source. Après, effectivement, il y a un préampli, un ampli qui peuvent être intégrés, et une paire d'enceintes. Voilà le système. Voilà. Et effectivement, ce système de base, il n'est pas différent de ce qu'on connaît tous de la haute fidélité classique. On est toujours avec une source, un préampli ampli et une paire d'enceintes. Alors après, pour le high-end, on monte en prix. Alors je ne sais pas si à ce stade on peut attaquer cette partie du débat. Ah bah écoute, quand on met pourquoi investir, je crois qu'on peut attaquer sur le Alors on attaque sur le vrai sujet. Bah oui. Alors effectivement...
pourquoi j'ai tenu à être là aujourd'hui et pourquoi j'ai demandé à l'organisation du salon de présenter les choses, c'est que aujourd'hui, certes, le high-end peut faire peur, peut faire rire, parce que de temps en temps, on arrive à des prix stratosphériques et on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est justifié? Et là, je vais revenir à mon principe de base que je vais marteler. Je vais dire, si vous avez les moyens, si votre oreille est capable d'entendre la différence, oui, pourquoi pas si vous avez les moyens, pourquoi pas. Mais il y a quand même une chose importante, c'est que après, quand on devient un consommateur, ce que tu es devenu, en fait, c'était le premier client de mon magasin il y a 45 ans. Ça reste en famille, moi. Les mecs, ils viennent avec leurs potes. Voilà, donc voilà. Et petit à petit, en fonction du budget, je suis arrivé petit à petit à le faire évoluer pour avoir toujours un peu mieux. Et c'est là, en fait, qu'est le problème et peut-être les erreurs qui ont été commises dans le high-end. Est-ce que le high-end est fait pour des gens audiophiles, avant tout mélomanes audiophiles, qui veulent, et j'aime bien cette phrase, avoir la Callas ou Diana Krall dans leur salon tous les soirs? Ça vaut combien, ça? Quel prix êtes-vous d'accord à mettre pour avoir chez vous tous les jours l'équivalent absolu de l'ambiance et de l'émotion du concert? À ce moment-là, je vous dirais, tu parleras peut-être toi qui connais le luxe, mais une Daytona chez Rolex, ça vaut 64 000 €. Et ça donne l'heure. Une Wilson, prix moyen, on est dans les 60 000. Une Magico, prix moyen, on est dans les 60 000. Donc pourquoi Jacques Séguéla disait « Si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu as loupé ta vie ». Alors, je sais, je l'ai entendu, j'ai trouvé ça. C'est un truc de dingue. Donc, mais là, aujourd'hui, ce que je dis, pourquoi pas 50 000, effectivement, dans une enceinte. Là où je ne suis plus d'accord, c'est quand les gens arrêtent d'écouter la musique et écoutent la messe. La messe, c'est quoi? La messe, c'est ce que certains, on va dire, certains fabricants mettent en avant. Donc, cette messe est englobée autour du produit de l'importateur, le revendeur, qui met un discours en place pour justifier un achat. Et c'est là que je ne suis plus d'accord. Moi, si demain j'étais un consommateur et qu'on me dit, voilà, tu as des câbles, allez, à 400 € pour relier ton ampli à tes enceintes, mais il faut acheter les câbles à 4000 qui sont bien meilleurs. Alors moi, je dis simplement une chose. Passe-moi les câbles, je les branche. Si j'entends une différence, on en reparle. Et c'est quand même là la vraie limite. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, Fabrice, toi qui es un peu un spécialiste dans les métiers du luxe, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec les métiers du luxe? Est-ce que le high-end, c'est du luxe, à ton avis? Alors, le problème de fond est de savoir ce que l'on recherche en matière de haute fidélité. Ce qu'on recherche, en principe, c'est la reproduction sonore, c'est l'émotion, c'est le plaisir de l'écoute, c'est les conditions du concert, c'est la tonalité de la voix, c'est la place des instruments, c'est la place des musiciens. Dans le domaine du luxe, il y a des codes, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, mais des codes de territoire de marque, des codes de promesses, des codes de conditions de vente, des codes qui font que on est dans un univers qui n'est pas celui de la haute fidélité. Ce qu'il faut en matière de hi-fi, c'est se garder de confondre le haut de gamme qui permet d'améliorer la reproduction et l'écoute du son avec l'esthétique, le paraître, la beauté. On peut parfaitement décider, et on est libre de décider d'acheter des enceintes parce qu'elles sont belles, mais si le prix est justifié par la beauté, ça n'est pas l'approche haute fidélité que j'ai et que nous avons quand on est audiophile et mélomane. On achète un objet, mais il faut se méfier de ce qui est présenté comme du haut de gamme parce que la forme est en fait parce que c'est du design. Et parfois, les prix sont en décalage avec la réalité de ce qu'on peut avoir.
Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Je vous écoute, je bois vos paroles, je comprends vos discours. Et moi j'aimerais savoir, les gens nous regardent, ils sont ici, il y a des gens qui sont dans la salle, s'ils veulent intervenir, il y a des micros qui sont disponibles. Il y a Luc qui est ici. Si vous posez des questions avec le panel qu'on a, c'est formidable parce que ce sont des professionnels et des gens qui aiment la passion et qui vibrent et qui ont de la chair de poule. Le truc, moi j'aimerais savoir, là on parlait d'un tarif que tu as lancé tout à l'heure pour des enceintes ou un truc comme ça. Pourquoi investir dans un système high-end? Est-ce qu'il existe là, maintenant, sur ce salon ou dans la profession, des systèmes qui seraient à vos yeux, à vos oreilles, peut-être vos yeux. Moi, l'esthétique d'un produit, je m'en fous un peu, personnellement, seulement que le produit fonctionne. Ça, c'est ma nature. Est-ce qu'il existerait des produits qui pourraient faire rêver les gens, qui correspondent à votre philosophie, votre passion et tout ce que vous aimez de la musique, et qui ne coûtent pas 50 000 €? Est-ce que vous en avez rencontré dans votre carrière? Parce que le truc que moi, je vois, c'est que quand je fais ces salons comme Munich, on n'a rien qui est accessible, ou presque. On a toujours des démonstrations, trucs qui coûtent une blinde. Est-ce que, obligatoirement, pour avoir la chair de poule comme vous l'avez, pour avoir la passion comme vous l'avez, que la calasse soit là, on est obligé de dépenser 200 000 €? Non, certes. Alors, je rebondis simplement avant de te répondre sur un de tes propos, Fabrice. Qui achète du high-end? Alors moi, je dis qu'il y a deux catégories de gens. Il y a les mélomanes, voire audiophiles, qui veulent absolument atteindre ce niveau formidable de recréer le concert chez eux. Mais il y a beaucoup aussi qui l'achètent parce que c'est un marqueur social. Et là, c'est simplement ce que nous, on appelle les HPA. C'est des hauts pouvoirs d'achat. Et c'est des gens qui ont la plus belle montre, la plus belle voiture, le plus beau chalet, le plus beau tout ce que tu veux, et qui donc veulent la plus belle chaîne. C'est ce qui leur conduit, c'est ce qui conduit parfois à faire des achats qui, pour moi, sont par exemple incohérents. Mais que j'accepte parfaitement parce que je ne vais jamais être l'ayatollah du high-end. Donc, si B&O, Bang & Olufsen, vient de sortir une enceinte qui est sublimissime en termes de design, qui coûte 60 000 € la paire, B&O. Si des gens considèrent qu'avoir ça chez eux, ça leur fait plaisir à l'œil, et pourquoi pas à l'oreille, et que c'est dans leurs moyens. Sans la réserve, dans des propos. Mais non, pour répondre à ta vraie question qui est est-ce qu'il faut mettre ce prix-là? Mais non. Alors nous, on est une petite bande, on met tout notre fric là-dedans, voilà, je pense. Mais effectivement, on pense aux autres. J'ai été revendeur pendant 15 ans, revendeur de haut de gamme. Et moi, j'avais des systèmes de référence pour que les gens aient une référence. Alors, s'ils vont au concert, c'est encore mieux, mais pas forcément. Mais au moins, j'ai une référence. Et à ce moment-là, je dis, bon, voilà, quel est votre budget? Et on va essayer de s'en approcher en fonction de votre budget. Et c'est là qu'à l'époque, quand j'étais revendeur, est arrivée sur le marché une marque incroyable, New Acoustic Dimension, aujourd'hui NAD. Et les premiers NAD que j'ai vendus, NAD 60, NAD 90, NAD 120, avec mon ami Jacques Mahul, une petite paire de JM Lab, qui est devenue aujourd'hui Focal, une Thorens TD 124, et on avait un beau petit système pour 3 000 francs. Donc, pourquoi ce système marchait mieux que les japonaiseries qui existaient sur le marché? C'est très simple. Il y a une raison très simple. Je n'ai rien contre les Japonais. Il y a des très bons produits, des Yamaha et d'autres sur le marché qui répondent à cette question. Simplement, ces marques reprennent les codes et la technologie du haut de gamme. Et c'est ça qui est le plus important finalement. Alors c'est quoi? C'est par exemple de réintroduire des lampes, des tubes qui donnent une chaleur certaine. De mettre des alimentations surdimensionnées. Parce que pour reproduire la musique, la première petite note de piano, là où le doigt tape la touche, il faut instantanément énormément de courant pour que ce soit reproduit fidèlement et sans distorsion. Et c'est pour ça qu'il faut des alimentations comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je prends un ampli et je le soulève. S'il est léger comme une plume, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut un châssis massif, il faut une alimentation surdimensionnée,
Et là, le courant passe. Et là, en régime transitoire, hein, sur les attaques, ça va être parfait et sans distorsion. Donc, effectivement, je viens de vous le dire, moi, quand j'étais revendeur, je vendais, alors c'était en francs, excusez-moi de mon âge, 3000 francs, et on avait un système qui était parfaitement cohérent, équilibré pour un budget donné. Ce qui ne m'empêchait pas, parce que c'est là que c'est formidable, la magie opère sur celui qui achète cette chaîne, qui au bout d'un moment revient me voir en disant « je suis toujours super content, est-ce qu'il y a un truc mieux ?» Parce que les gens rentrent dans une espèce de logique. Et là, on peut raisonnablement monter en gamme, mais toujours avec la même règle, à condition que le client entende la différence, sinon je ne lui vends pas. Et là, pour ça, ça veut dire des revendeurs sérieux qui font des écoutes à domicile, et deux, que le budget suive. Sinon, ce n'est pas la peine. Je voudrais quand même faire une parenthèse sur un truc, parce qu'après, je vais oublier. Ah oui, oui. Oui, vas-y. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Non, mais je t'en prie. Mais compte tenu de ton expérience et de ton expertise, c'est normal que tu sois bavard. À propos d'écoute à domicile, il y a un élément fondamental auquel on ne pense pas spontanément, qui est la pièce, l'environnement dans lequel va se dérouler l'écoute. On peut acheter le matériel le plus extraordinaire du monde, éventuellement dépenser beaucoup d'argent, se faire plaisir parce que les enceintes sont belles. Si la pièce ne permet pas la circulation des ondes et du son, ça ne sert à rien. Donc, la possibilité d'avoir une écoute à domicile fait évidemment toute la différence. Et il faut en fait raison garder dans tous les domaines. Ce que j'ai essayé de faire depuis que je me suis passionné pour la haute fidélité, c'est-à-dire des chaînes équilibrées qui reproduisent, qui sont fidèles à la musique qu'on espère écouter, dans des conditions économiques équilibrées et dans des pièces qui sont proportionnées, enfin qui permettent de réaliser ce rêve. Je rebondis avant qu'on ait, parce qu'il y a des personnes qui ont le micro et qui veulent parler, et avec grand plaisir dans quelques instants, parce que là, tu abordes le côté où est-ce qu'on installe ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, rapidement, parce que là, il y a des gens qui veulent nous parler, je trouve ça super important, parler du traitement acoustique. Il y a des entreprises qui ne sont pas spécialisées dans ça. Alors, je sais que vous vous marrez, parce que déjà, ici, il y a des salles qui sont traitées avec des panneaux acoustiques. Ça fait toujours rire tout le monde. Moi, j'ai interviewé beaucoup d'acousticiens et des gens qui font ça. Donc, pour vous, comme je vois que vous souriez, c'est une aberration de dire qu'on peut traiter acoustiquement une pièce ? Pas du tout. Alors, pourquoi tu ris ? je voudrais vous amuser avec une anecdote. Attention, il a le temps d'attendre. Jean-Marie, essaie de faire vite. Parce mais sinon, on intervient et l'anecdote vient après. Hein. Alors oui, moi je préfère la question. Allez, the question. C'est bon ? Coucou. Coucou. Eh bien, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit au début. C'était par rapport à cette chaîne un petit peu de l'analogique. Donc, on commence avec un enregistrement analogique et on termine avec une écoute analogique. Et donc, avec toute cette chaîne analogique, ça, c'est vrai que ça a l'air assez intéressant, assez cohérent. Et ma question, c'était par rapport aux systèmes d'enregistrement actuels qui sont plus vers le numérique. Bravo. C'est la question suivante. Voilà. Est-ce qu'on retrouve cet intérêt finalement de vouloir écouter encore via un support analogique alors que l'enregistrement a été numérique? Est-ce que même les vinyles actuels ont encore la qualité, ce qu'il y avait dans le temps? Donc ça veut dire une masterisation, ce qui veut dire tout le traitement sonore qu'il y avait par rapport au vinyle, dans la création des vinyles. Est-ce qu'on retrouve ça actuellement? Est-ce que ça a encore un intérêt? Bravo. Oui, c'est une très très bonne question. Alors la réponse est assez simple en fait, c'est que sans entrer dans les détails hyper techniques, les enregistreurs aujourd'hui sont des enregistreurs numériques, certes. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Le traitement qui est fait derrière, c'est celui-là qui est, j'emploie souvent ce terme de destructeur. C'est au mastering qu'il y a de la destruction. C'est sur le CD qu'il y a destruction parce qu'il y a compression. Mais en fait, ce qui va surtout nous polariser, c'est répondre à cette question sur le vinyle. Oui, moi j'ai une collection de vinyles, évidemment, parce que j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai une collection de vinyles qui continue à grandir. Et c'est vrai que on a, sur les vinyles de l'époque, on a une espèce de chaleur, d'humanité. Il se passe plus de choses entre les notes, mais on le paye un petit peu parce que les moyens d'enregistrement, ce n'étaient pas effectivement les enregistreurs numériques d'aujourd'hui, qui font la différence. Maintenant, ceci dit, il y a une compensation.
Il y a une compensation du plus et du moins entre une numérisation faite avec de la très très haute technologie et celle qu'elle était autrefois. Mais effectivement, aujourd'hui, moi je ne force personne. Moi j'écoute, c'est-à-dire moi j'achète un disque, et là encore récemment, nous on dépense un peu d'argent en vinyle, mais aussi en SACD, et aussi en CD. Et moi, j'ai un abonnement à Qobuz, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, je sais pas. Mais voilà. Et effectivement, voilà, on recherche cette qualité. Donc, on s'en approche. Mais oui, les enregistrements d'époque, on trouve des pépites. Et oui, aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des bons et il y a des mauvais vinyles. Il y en a qui sont vraiment mauvais, on va le dire, vraiment mauvais. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que tu attaques un petit peu un truc où j'ai beau aimer le vinyle, parce que j'ai toujours aimé. Je suis également un fan de mastering numérique parce que j'assiste à beaucoup de choses et je travaille avec des gens qui sont dans le secteur du mastering, du mixage et autres. Et je vais parce que moi, mon rôle ici également, c'est de donner mon avis. On peut pas être tous d'accord sur ce que tu dis. Je vais être l'avocat du diable. J'ai entendu des merveilles d'enregistrement numérique, de mastering, des trucs qui sont à tomber par terre, parce qu'il y a quand même une différence pour moi, à mon sens, même si on peut ouvrir le débat. Par exemple, on a un transfert analogique, numérique, qui a été fait, comme tu l'avais dit, quand tu as acheté les premiers CD en 85, c'était de la daube finie, c'était un mastering dégueulasse, il n'y avait pas d'aigu et pas de grave. Frank Zappa a refusé d'écouter les CD, il a écouté le premier morceau, il a arrêté. David Bowie a carrément voulu porter plainte contre EMI parce que le son était pourri en 85 de ses albums enregistrés en analogique. On n'est plus en 1985. Quand on écoute le mastering qui est fait maintenant du dernier Pink Floyd, pour les 50 ans des Pink Floyd, on a pris la bande, on l'a mise directement, quand je vais dire transcodé, c'est pas le mot, on a fait une version numérique qui est à tomber par terre. Moi, je ne peux pas me dire que c'est pas bon. Et j'ai écouté également, parce que j'ai la chance de connaître un des deux Daft Punk, et un des deux gars, et quand je vois comment Daft Punk travaille en numérique, ou des tas d'artistes, je ne peux pas croire que toi, qui aimes la musique, tu puisses dire qu'obligatoirement, il y a une transition aussi nette entre, oui, de toute façon, à l'époque, moi j'ai écouté de la musique avec du jazz, en effet, c'est enregistré analogique de A à Z. Ce qu'on peut faire maintenant, ça ne sera pas de l'analogique, il y a quand même une membrane qui va vibrer ici, qui est d'analogique, mais après, on est en chaîne numérique, donc en 24 bits, 32 bits flottants et autres, on a une marge incroyable pour faire passer les harmoniques, et d'où l'utilité de Qobuz, puisque Qobuz va nous balancer du 24, du NSACD, pour avoir cette amplitude d'harmonique. On ne peut pas faire un trait en disant, oui, bah, avant c'était bien parce qu'on avait le mastering, et maintenant le numérique peut faire des merveilles quand c'est bien travaillé. On est bien d'accord. C'est à tomber par terre. Oui, on est tout à fait d'accord. Je comprends la question du jeune homme là-bas qui est un de mes petits abonnés, et je comprends la question avec des jeunes qui se posent des questions quand ils achètent un vinyle de Daft Punk. La source, c'est quoi? Eh bien, c'est pas de l'analogique, on s'amuse à faire un truc en numérique, on le remet en analogique. Alors ça, je dis, et j'aimerais votre avis, moi, si j'ai envie d'acheter un vinyle, j'essaie de trouver le vinyle de 1970 de l'époque, celui qui est le plus cher, parce que lui, c'est celui de l'époque avec les bandmasters. Bien sûr. Quelque part, pour prendre un exemple, on n'a rien fait de mieux que les enregistrements de Glenn Gould. Et ça date. Et voilà, et c'est toujours une référence pour moi. Mais je comprends. Non, mais 100% d'accord, effectivement. Ça me rassure, tu m'as fait peur. Mais quand la technologie apporte du plus, on est tout à fait d'accord. Il y a des bons, il y a des mauvais vinyles. Alors, le phénomène du vinyle, c'est pas juste nous deux, là. Il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui, quand il sort un nouvel album, ne le sort pas en vinyle. Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais être mauvais. Non, mais je sais, parce qu'il y a des collectionneurs... Oui, non, je sais, tu veux venir... Non, mais je suis l'avocat du diable. Il y a des collectionneurs qui, par exemple, moi j'aime l'artiste qui s'appelle XYZ. Si l'artiste me plaît, et je suis vraiment un fan, je vais acheter tous les formats qui vont sortir. Les Anglais le font très très bien. Tu vois, moi je suis un fan de Kylie Minogue. Quand Kylie Minogue sort un album, elle le sort carrément en cassette, en vinyle, elle le sort en 45 tours, et même les clips en VHS. Parce que le mec va acheter tout, la personne va acheter tout. Ça fait partie d'un état d'esprit. Je suis désolé parce que je suis là pour également vous contrer. Je ne peux pas dire que tout est... Et pour vous contrer, moi j'ai des potes qui achètent du vinyle. Tu sais ce qu'ils en font? Ils les mettent sur les murs. Ouais. Ils trouvent ça très joli. Et je vois des jeunes à la FNAC, parce que je discute avec les jeunes qui prennent des vinyles. C'est pourquoi? Ah bah parce qu'il y a une patine vinyle, moi je pose le CD dessus, quand j'ai du monde à la maison, je pose le bras, ça fait classe, et ils mettent les pochettes sur les murs. On ne fera pas croire que le vinyle est un... Moi je suis un amoureux du vinyle. J'ai commencé ma carrière avec le vinyle. J'étais DJ, j'ai mixé, j'ai scratché, j'adore ça. Mais il ne faut quand même pas se voiler la face. Le vinyle n'est pas... Même si en effet on dit ça se vend beaucoup par rapport au CD, mais quand on ne vendra plus de CD, même si on vend 2 vinyles, ça se vendra toujours plus.
Mais Ben, on voilà, est d'accord, qu'est-ce que t'as à on est dire d'accord. Bah, bon, On n'est pas sectaire. je suis pas calme. Nous, on est ouvert à tout. Mais j'espère. Je voudrais, parce qu'il a parlé de la pièce. Bah, ouais. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de la pièce. Une anecdote. 3e symphonie de Saint-Saëns, avec orgue. Les bons disques, on y vient, les bons seulement, C'est bon, mon Jean-Marie. les bons. Sur la partition de Saint-Saëns, l'orgue descend à 32 pieds, donc le pédalier le plus grave de l'orgue. Première chose, tous les orgues n'ont pas cette pédale du 32 pieds. Donc déjà, il faut aller voir, avant d'acheter le disque, dans quelle église, sur quel orgue ça a été enregistré. Sinon, 32 pieds. C'est quoi? 16 Hertz. 16 Hertz, c'est donc presque la limite inférieure, enfin, on va dire c'est la limite inférieure, mais ça s'entend, on est bien d'accord? Absolument. Ça s'entend. Donc, je discute avec mon copain Patrick Vercher. Le Patrick Vercher, qu'on embrasse. Vercher, voilà, Mon ancien qui n'a patron. pas pu venir aujourd'hui, qui aurait aimé être là. Mais on s'est amusé de cette anecdote. Et je lui dis, ça y est, depuis que j'ai déménagé, j'ai une pièce plus grande. Là, vraiment, là, le 16 Hertz, je l'entends mieux que jamais. Et on a pris notre règle à calculer. Pour le 16 Hertz, quelle est la pièce idéale pour être en accord avec les nœuds et les ventres, hein. La longueur d'onde, 1,80 m, hein, 16 Hertz, 1,80 m. Mais pour exprimer le 16 Hertz du pédalier de l'orgue, il faut une pièce, on l'a calculé, de 8 mètres de long, 5 mètres de large et 3,50 m de haut. En dessous, vous ne l'avez pas. Et je prends un témoin, mon ami à côté de moi, on a à peu près le même système, enfin le même genre de système, et il me dit, ça marche quand même vachement mieux chez toi. Je suis furieux. Ben, j'ai juste, ma pièce est plus grande, c'est tout. Et donc, réponse à la deuxième question, le traitement acoustique, oui, pourquoi pas. Quand on n'a pas la chance d'avoir une pièce qui sonne bien, C'était ma question. pourquoi pas avoir recours alors là, c'est un problème sans doute un débat familial, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord dans la famille. On fait des très beaux panneaux maintenant. Oui, c'est très beau. On n'est plus sur les morceaux. Il faut peut-être décrocher quelques tableaux. Oui. Voilà, Ou le tableau peut être le panneau. Ou le tableau peut être le panneau. Le beau panneau. Le beau panneau. Voilà. Donc, effectivement, le traitement acoustique, pourquoi pas, si c'est quelque chose d'acceptable dans votre foyer et si ça peut améliorer votre écoute, oui, le traitement acoustique apporte énormément. Mais après, il y a des gimmicks, hein, il y a plein de choses. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose à faire, si vous avez un système avec un caisson de grave, le sortir des angles de la pièce. Sinon, c'est épouvantable. Il faut le mettre où vous voulez. C'est pas directif, l'extrême grave. Donc, vous le mettez au milieu le bruit du métro, on l'entend partout, tu vois. Voilà, donc pas dans les angles, ça c'est certain. Donc ça, c'est des petits trucs. Moi, Oui, vas-y. Fabrice, je parlais, il y a quelqu'un qui voudra également s'exprimer. Personne s'exprime. Vas-y, toi. Bonjour à tous. Au-delà du système en lui-même, il y a assez souvent le débat entre le CD et le vinyle. Le vinyle, c'est une habitude d'écoute, c'est-à-dire qu'on a entraîné l'oreille, on est habitué à son son, on est habitué à sa rondeur, on a une certaine habitude quand on lance un vinyle. Les gens qui lancent des CD ont leurs propres habitudes. C'est bien une perception, au-delà de la technique, au-delà du système. C'est vraiment une habitude et c'est une préférence personnelle. C'est difficile de dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre si on a l'habitude de toujours écouter le même. Et il y a un côté subjectif, je reviens à toi. C'est très subjectif. Ouais. Subjectif, tu sais, déjà, moi, j'ai une platine vinyle à la maison. Je reçois du monde et tout. Rien que le fait de sortir un vinyle, de poser le truc, déjà les gens disent « Ah, ça va être mieux ». Il y a un côté carrément où déjà, avant même d'avoir écouté le son, ils vont dire « Oh bah ouais, c'est du vinyle, c'est old school, ça va être vachement mieux, le son, on dit toujours c'est rond, c'est chaleureux. » Et tu leur mets un CD qui, en général, pour certains vinyles, carrément le master de ce qui était en numérique. Ah bah oui, mais là, le débat est infini. Mais vous évoquez un sujet qui est fondamental, qui est la raison pour laquelle nous sommes ici pendant quelques jours. C'est
parce qu'on a, on a chacun une oreille différente, une perception différente, qu'il faut aller dans des salons comme celui qui est organisé, de façon à comparer, écouter. Il n'y a pas d'enceinte absolue, il n'y a pas de platine absolue. Moi, je suis pour l'électro acoustique, et il y en a qui écoutent en électro-dynamique. Moi, je suis pour l'électro-statique, parce que c'est le type d'enceinte qui me permet d'avoir les émotions les plus fortes. Il y a plein de petites choses que l'on peut faire. Alors, il y a le traitement acoustique, et puis il y a une infinité d'améliorations que l'on peut apporter à condition de les entendre. Les pieds de découplage, l'amélioration des câbles, le traitement du courant. La qualité des borniers, je vous dis la ça au qualité passage. des borniers, le traitement du courant, le fait d'avoir une ligne dédiée qui n'est pas celle qui passe par le frigo et par le congélateur et par le four à micro-ondes. Alors, on pourrait passer la journée entière à évoquer les différents sujets qui permettent une vraie amélioration. En tant qu'amateur audiophile et en principe mélomane, ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux entendre. Quand la mise en place d'un maillon supplémentaire ou le remplacement d'un maillon me permet d'améliorer l'écoute, là, je pense que ça a du sens, sinon ça n'en a pas. Je conçois complètement. On va prendre encore une petite question. Est-ce qu'il n'y avait pas une question de la part de là, peut-être, non? Non, parce que là, c'est tous mes potes du Discord, c'est tous mes petits loulous. Je suis désolé, je vais être Mais désagréable. vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo quand on achète un engin à 20, 30, 40 000 euros et qu'on se dit ça valait le coup parce que c'était cher et qu'il est hors de question de se dire qu'on a mis 40 000 euros en pure perte? Comme pour le vinyle, quand on pose Ouais, Comme on le dit diamant. le vinyle. C'est évident. Et évident. Et ça commence. Moi, je sais que quand je reçois un appareil, j'ai offert à ma platine un étage phono. Et j'ai pris un Uvista vinyle de chez Musical Fidelity. Mon cœur a commencé à battre quand le carton est arrivé devant ma porte. Donc, effectivement, il y a un effet placebo, il n'y a absolument aucun doute. C'est valable pour tout. Hein, C'est valable pour l'art, tout. C'est valable pour tout. En fait, si vous allez dans un grand restaurant, si vous allez dans la cuisine d'un grand chef, vous êtes déjà conditionné. Ça va forcément être bon, vu le prix de l'addition. Et effectivement, voilà. Moi, je voudrais quand même mettre un peu de poil à gratter dans l'histoire sur, on va dire, l'écosystème qui existe autour du high-end. Le résultat final, le prix et tout ça, on en a parlé amplement, tout est dit. Qu'est-ce qui se passe? Au début de la chaîne, il y a un fabricant. Après ce fabricant, il y a un importateur, si c'est un produit étranger, et un distributeur. Ensuite, il y a un revendeur. Ensuite, il y a une action qui arrive parallèlement sur le système, qui sont les médias. Et donc, vous, dans tout ça, quelque part, il faut reconnaître où est le bon chemin, on va dire. Et moi, je ne vais pas citer une marque plutôt qu'une autre. Je dis simplement, grâce à Google aujourd'hui, vérifiez que l'entreprise est pérenne. Quand vous achetez une marque, est-ce que cette entreprise existe depuis longtemps? Oui, non. Est-ce qu'elle a des chances de durer? Parce que, vu le prix que je vais y mettre, il vaut mieux que, surtout si c'est des technologies propriétaires, vaut mieux que ça dure. J'ai rencontré, il y a quelques mois, un propriétaire d'un système Beveridge. Et Beveridge était exposant lui-même en personne à mon premier salon en 1978, avec un système à tomber par terre. Monsieur Beveridge est mort. Son entreprise, évidemment, a disparu. Et comme c'est un système propriétaire, impossible de refabriquer les pièces qui constituaient cette enceinte. Donc, mais ça peut arriver. Mais Google n'est pas une boule de cristal. Je veux dire, on ne peut pas savoir si les gens... Non, mais on peut voir si l'entreprise... On peut voir oui, mais... Tu vois, son chiffre d'affaires, oui. Ça c'est Alors, facile. non, Depuis oui, je quand elle a comprends ce que été tu créée, dis, mais- si elle a été créée, je veux dire, bon, tu veux que je cite une marque, je vais en citer une, Vas-y. parce qu'elle est mythique, c'est Macintosh. Oula. Il fait, en plus, c'est l'anniversaire, on les reçoit tout à l'heure. Voilà, Alors, dis pas de saleté, parce que j'ai Frank, là. Hein. Frank McIntosh,
quand il a fait ses premiers amplis, on était quand même tous sur le derrière. C'était un truc phénoménal. Bon. Ouais. Donc ça, c'est une entreprise. Okay. Derrière, il y a un importateur et un distributeur. Alors, je ne vais pas non plus citer particulièrement de gens ou stigmatiser un type de distribution. Mais est-ce que cet importateur-distributeur, est-ce qu'il a un service après-vente? Est-ce qu'il a un stock de pièces détachées? Est-ce qu'il a une surface financière suffisante pour moi, consommateur, garantir mon achat? Et j'en terminerai avec leur vendeur. Leur vendeur, dans le haut de gamme, il est indispensable d'aller chez un vrai revendeur qui sait vendre du high-end. Ça veut dire qu'il sait vous le livrer, vous l'installez, vous le réglez. Parce que sinon, le résultat ne sera pas là. Donc, obligation absolue, dès lors qu'on monte un petit peu dans les prix, de demander à votre vendeur, sérieux, de venir faire un essai à domicile. Moi, je veux bien acheter tel ou tel système, je veux voir comment ça marche chez moi. Sinon, ce n'est pas la peine. Parce que finalement, ce n'est pas les médias, ce n'est pas la Gazette qui va vous dire s'il faut acheter ceci ou s'il faut acheter cela. Donc, si ayez quand les même un médias œil, en question ont déjà des salles, faut pas non plus dire le média. Tu parles des journalistes et de tous ces magazines qui vous disent, ce sont des tests dont tu parles. Oui. Un test, on est quand même censé faire confiance. Également, je vais défendre ma profession. Un test, si le journaliste est sérieux, reconnu, et s'il vous dit dans quelles conditions il l'a testé, il y a quand même aussi une direction qu'il a pu donner. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Mais quand tu dis qu'ils ne peuvent pas t'aider, oui, ils peuvent t'aider à faire ton choix et avoir ton propre jugement derrière. Il rentre effectivement dans le processus de choix. Il est dedans. Mais au bout d'un moment, ce processus de choix est un processus de choix souvent technique pour les bancs d'essai, et essentiellement technique. Mais alors après, chez vous, ça marche comment? Est-ce que chez vous, vous allez avoir cette émotion que vous aviez dans son magasin? Et là, effectivement, il faut saluer. Alors, je ne vais pas tous les citer. Il y a très peu de magasins de high-end qui sont au niveau en service technique, en service installation, etc., etc. Je vais juste relever un truc que j'ai relevé sur Facebook hier. Tu te rappelles, on a eu la chance tous les deux d'aller en Italie voir l'usine de Sonus Faber. Ah oui, mais ça, c'était vachement bien. Une pépite absolue. Yes. Ouais. On est d'accord? Ah oui, c'était bien. Donc, tu vois que tu aimes le haut de gamme. Mais attends, je suis pas ici en train de dire que j'aime pas le haut de gamme, je suis pour débattre je plaisante. Et dire que peut-être, quelquefois, on push the envelope un peu loin, comme disent les Américains. Tu vois, c'est mon truc. Je suis là en train de dire aux gens qu'on peut peut-être avoir un son extraordinaire chez soi qui te correspond, sans qu'il y ait 200 cas derrière. Et que les câbles à 4 000 euros... C'est l'exemple que je voulais prendre. C'est que sur Sonus Faber, j'ai eu donc ce post sur Facebook hier, très intéressant, du magasin à Lyon qui s'appelle eFeeling, lui on peut le citer, hein, c'est un très très bon, eFeeling qui présente un système à, je crois, 1,2 million ou 1,3 million, normal, avec des Sonus Faber et du Macintosh. Chapeau, c'est bien, je suis content. Mais moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est la toute petite enceinte à 1 000 € chez Sonus Faber. J'ai oublié son nom. Enfin, une bonne nouvelle. Il t'a fallu une heure pour avoir une bonne nouvelle. Mais qui est une pépite. Vas-y, Cédric. Allez. Attends, oui. Parce qu'il y a deux questions ici, petit loulou. Alors justement, pour revenir à la question du système high-end, est-ce qu'une enceinte à 1 000 € ou un ensemble d'enceintes à 1 000 € avec un budget très bas peut être considéré comme du high-end? Puisqu'on l'a dit en intro, qu'on dissociait le hi-fi du high-end. Absolument. C'est-à-dire que pour moi, c'est un avis personnel, high-end, c'est un concept plus qu'un prix. Et là, effectivement, Sonus Faber, qui sait fabriquer des enceintes à des prix stratosphériques, sait fabriquer des petites enceintes à la hauteur de votre budget et de votre système. C'est la raison pour laquelle la petite enceinte bibliothèque, dont j'ai oublié le nom, mais qui est aux alentours de 1 000 €. Elle est ici ou pas? Tu l'as vue tout à l'heure? Elle est là? Non, je ne l'ai pas vue ici. Bon, ça fait un moment déjà que j'en fais, beaucoup de modèles, donc elle doit être là. Que j'en fais l'apologie, parce que c'est vraiment un petit miracle. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et effectivement, on peut très bien, avec un streamer de bonne qualité, avec Cobuzz, et avec cette petite paire de Sonus Faber, faire des gens extrêmement heureux. Parce qu'on est là pourquoi, en fait, ici, aujourd'hui? Alors moi, je vais vous le dire pourquoi je suis là. Moi, je suis là pour rendre les gens heureux. Et quand je mets en garde, c'est pour éviter qu'il y ait des gens malheureux.
Voilà, c'est ça. Non, mais Donc- je reviens sur un truc parce que rapidement, tu parlais de la Sonus Faber. Moi, j'ai une deuxième enceinte à te faire écouter. C'est les nouvelles Technics, les petites enceintes amplifiées Technics qui sont des véritables merveilles. Elles sont exceptionnelles. Ils ont bossé 5 ans dessus. Je te conseille de les écouter. Surtout, on écoute ici les Technics. Moi, je les ai écoutés, c'est dingue. C'est dingue. Donc, on peut. C'est comme la bonne nouvelle de ce débat qu'on a tous les trois, parce que là, il y a des gens qui sont passionnés. On est tous ici. Si les gens ont franchi le pas de la porte tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont envie des émotions, ils ont envie d'avoir des beaux produits, des gens qui leur parlent. Ils ont envie de rêver aussi, parce que quand on entend high-end, on est devant. Quand les gens sont à Munich et qu'ils font toutes les salles avec des enceintes qui ont des designs pas possibles, ils sont pas forcément en train de les écouter. Ils sont en train de rêver devant le truc. Ah, mais ça existe. Parce qu'il y a une notion quand même de. Ah, ils ont fait ça. L'écoute, il y a des gens qui écoutent et qui ne sont pas plus que ça. Mais c'est une bonne nouvelle d'entendre de ta bouche, de votre bouche, oui, à 1 000 €, comme tu disais, on peut considérer qu'un produit est tellement agréable qu'il peut rentrer dans cette caste. C'est beau d'entendre ça. Oui, absolument. Et j'étais hier, en termes d'écoute, j'ai été hier sur le stand d'Ellipson où j'ai écouté quand même la nouvelle version de la sphère qu'on a connue, qui a été faite par Joseph Léon. Et là, ils ont évolué. Et là, il y a une écoute formidable chez Ellipson. On peut expliquer que cette sphère était à Radio France et tout. Voilà, c'est une sphère, la boule de Monsieur Léon, on l'appelait à l'ORTF. Avant que Cabas, il était là avant Cabas. Hein. Joseph Léon. Les premiers. Hein. Joseph Léon d'abord, Georges Cabas. Georges Cabas, c'est mon maître à penser, puisque quand j'ai fait mon premier salon en 78, il a dit: viens mon petit, je vais te donner un coup de main. Mignon. C'est mignon. Non, mais c'est beau, c'est des histoires que je l'entends. Voilà, entendre ici, c'est le salon pour ça, quoi. Donc voilà, et aujourd'hui, d'entendre cette écoute de la nouvelle qui vient de sortir, de la nouvelle sphère, ça m'a rappelé plein de choses et ça m'a dit, voilà, ici, actuellement, on écoute de la musique. J'ai oublié l'enceinte, j'ai oublié la technique, j'ai oublié tout ça, et finalement, c'est ça qu'on veut. Le vrai truc, c'est qu'on va prendre une petite question. Peut-être, est-ce qu'il y a encore une question ici avant que Fabrice. Ah oui, alors. Antonio, oui. vas-y. Oui, donc, dans les faits, moi, je reprends le constat de tout à l'heure où vous parliez de vouloir avoir une écoute qui serait similaire à celle qu'on pourrait avoir en concert. Et il y a un constat à faire, c'est que dans 2/3 des plus grosses salles de France de spectacle sont sonorisées par la marque qui sonorise ce qu'on entend en ce moment même. Des X8 ou des X12 chez l'Acoustique, c'est entre 2500 € l'enceinte et 3000 € pour une X12. Ils ont un stand ici. Un SB18, c'est 3000 €. Un LA4X, pour pouvoir piloter toutes ces enceintes, on est autour des 4000 €. Donc, autour des 16 000 € si on veut se faire un système à la maison. Pourquoi j'irais mettre plus d'un quart du prix dans... Genre mettre 60 000 €, je veux dire, dans un système, alors que pour un quart du prix de ça, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus performant et qui se rapportera beaucoup plus du son d'un concert. Non, mais Antonio, le truc, c'est que toi, je te connais, je sais que tu as dans la tête. On a différentes choses dans cette profession, dans l'industrie. On a la partie dite grand public avec des produits accessibles. On a une partie qui est peut-être, justement, c'est le thème, le high-end. Et on a le secteur professionnel avec des normes différentes. Toi, tu parles d'équiper chez toi un système qui sera un système de retour de scène et tout le tremblement parce que tu écoutes de la musique. Il faut savoir que les gens n'écoutent pas que de la musique, ils écoutent également des tas de choses avec toutes ces enceintes qui doivent être polyvalentes. Là, on parle. Moi aussi, je suis le premier mec à te dire que oh putain, j'ai craqué sur tel ou tel produit de JBL, d'Inaccord et autres, mais je ne les verrai pas chez moi parce que je sais que les autres pas été conçus pour ça. C'est toujours cette notion où quelle est la destination d'un produit. Mais je connais ton concept d'esprit. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis désolé de te dire ça, mais dans l'industrie, il y a des destinations. Ta destination est la bonne pour chez toi. Mais parce que c'est toi, parce que je te connais. Et non, mais je vais quand même répondre aussi d'une autre manière. Effectivement, ces salles, on est d'accord. Je suis d'accord sur l'équipement de ces salles. Ah oui. Mais moi, quand je parle de restitution sonore, je parle du timbre de l'instrument, je parle de la scène sonore, de la profondeur de chant, etc. Dans des salles qui ne sont pas sonorisées. À la Philharmonie de Paris, les 2 micros, les 2 chops que vous voyez suspendus au plafond, ils sont là pour enregistrer. C'est tout. Pour les applaudissements des gens aussi, quelquefois. Pour les applaudissements des gens. Exactement. Voilà. Et là, effectivement, il n'y a aucune transformation du son de l'instrument par un système électroacoustique qui serait installé dans la salle. Quand je vais dans des clubs de jazz, généralement,
Il n'y a pas de sono, c'est live et sans amplification. Donc, effectivement, après, là où vous avez tout à fait raison, c'est que quand, effectivement, on est dans une salle avec ce type d'équipement, là, ça fausse la donne, c'est clair. Et là, vous avez parfaitement raison. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, on pourra en reparler après. Je comprends ton ressenti. T'inquiète pas, je me suis posé la question moi-même en écoutant certains systèmes dans des salles de concert ou même en boîte de nuit. J'ai trouvé des sons épatants, mais encore une fois, ils ont des destinations et des caractéristiques techniques qui ne sont pas celles de ces produits-là. C'est très différent. Ils sont créés pour autre chose, pour des ambiances différentes. Mais t'inquiète pas. Je le connais par cœur, lui. Pour revenir au sujet de la haute fidélité, puisque c'est l'objet de cette conférence et du moment qu'on passe ensemble, la très bonne nouvelle, c'est que moi, ça fait des décennies, puisque j'ai plus de 65 ans, que je me passionne pour ça. Ça a fait des vrais progrès. Il y a une vraie offre. Il y a des vrais produits de qualité, que ce soit en vinyle ou que ce soit en numérique, que ce soit en CD, en SACD. L'offre se développe. Les professionnels ont fait des investissements. Il y a un point également très important, c'est qu'il y a des entreprises qui ont investi en recherche et développement, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir toutes les offres qui sont proposées dans ce salon et dans d'autres. Ce qui compte à la fin, c'est votre oreille et l'équilibre budgétaire de façon à ne pas partir dans des délires. C'est presque la conclusion parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Il y a encore une question de ta part. Et voilà, merci pour toutes les questions. Merci d'être là. Par rapport à tout ça, j'aimerais savoir, genre, moi je suis un consommateur par exemple tout à fait lambda et j'aimerais me lancer dans la high-end, j'ai les moyens, mais comment y arriver, comment faire pour que je puisse vraiment entendre cette différence? Parce que moi je m'en souviens, j'étais à la Fnac, et c'était vraiment il y a des années, et j'entends ce QC35.2 et puis je me dis « Oh c'est génial, c'est de la hi-fi ». Que plus tard j'apprendrai que non, c'est pas du tout de la hi-fi, ce n'est pas ça la hi-fi, mais avec l'oreille que j'avais avant, je me disais que c'était ça, je connaissais pas l'audio, je connaissais pas la haute fidélité. Comment faire pour arriver à faire ce chemin justement vers le high-end et de se dire là j'entends la différence, là je comprends ce que j'écoute. Tu parles de l'éducation de l'oreille, c'est-à-dire l'éducation de l'oreille. Comment on peut faire ça? Comment on fait ce chemin pour arriver justement au high-end? C'est une démarche bouddhiste, hein, presque, parce que là, il faut s'élever. En fait, il faut aller chez un revendeur qui fait du high-end. Voilà. Il y en a quelques-uns à Paris. Si vous êtes parisien, il y a 3-4 revendeurs qui savent faire du high-end. Et ces gens-là sont charmants, ils sont là pour vous accueillir et ils sont là pour vous faire entendre la différence. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de fréquenter les auditoriums. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Et une fois de plus, ne vous fiez qu'à une seule chose, votre oreille. C'est l'instrument de mesure le plus génial qui existe. Et surtout, sachant qu'on a tous des oreilles différentes, des attentes différentes, des idératas différentes. Et c'est ça le truc. On peut vous applaudir parce que vraiment c'était magnifique. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Des sueurs froides de bonheur. Donc on n'a plus le temps malheureusement de continuer pour le moment. Si vous voulez maintenant en off, vous allez pouvoir parler à Jean-Marie et à Fabrice. Moi je suis très très heureux d'avoir pu être avec vous. C'était un régal. C'était bien comme il le fallait. C'était comme je l'aime, c'est-à-dire les trucs où on débat vraiment, on dit les choses, on se dit les choses. Voilà, vive 200K et c'est magnifique. Alors à bientôt et merci à toutes les personnes qui étaient là, c'était merveilleux de vous avoir ici. Voilà, ça sera en replay et tout. Vers un autre live, il y a plein de lives tout le temps ici. Merci à la régie, à tout le monde. Allez, ciao, à bientôt.